Bonjour Béatrice Bellet, merci d'avoir accepté l'interview. Vous êtes candidate dans la circonscription de Fort-de-France. Vous avez été reconduite à la tête des socialistes, mais c'est Johnny Ajar, le candidat qui a été soutenu par le Parti socialiste. Pourquoi selon vous? Je pense qu'il y a eu des pressions bien appuyées, j'imagine. Je l'ai découvert moi-même, donc je vais régler ça avec ma famille politique le moment venu. La réalité, c'est qu'il y a un combat à mener. Je suis dans la course et il faudra faire avec moi. Mais des pressions de la part du candidat local? Du candidat local et de son parti. Je n'en doute absolument pas, ce qui est assez étonnant finalement, puisqu'il se dit fort et tout-puissant. Donc je suis étonnée que la candidature d'une femme dont ils prétendent qu'elle ne pèse pas grand-chose leur paraisse aussi dangereuse. Ça prouve que je suis une candidate qui est prise en considération et au sérieux et que c'est pas si joué que ça. Mais vous pensez que le PPM a un trop fort pouvoir sur la circonscription de Fort-de-France? Je crois, non, j'ai pas dit ça. Je pense singulièrement que la démocratie doit pouvoir s'exprimer. Le PPM est arrivé démocratiquement au pouvoir. Et donc c'est aux Foyalaises et aux Foyalais, aux électrices et aux électeurs, de décider de la conduite des affaires de Fort-de-France, mais également, en l'occurrence, un poste de député. Ce n'est pas un poste de député simplement de Fort-de-France. Quand on est député de France, on gère les affaires générales et on ne gère pas les affaires municipales. Il ne faut pas confondre cette campagne avec une campagne municipale. Ceux qui le font se trompent de combat et veulent tromper les électeurs. Mais je citerai du coup Aimé Césaire, il est place pour tous au rendez-vous de la conquête. J'aimerais que certains s'en rappellent. Il n'y a pas d'exclusivité au rendez-vous de la conquête et vaut mieux que nous y soyons tous, qu'il n'y ait personne ou qu'il y ait une pensée unique qui pense ou qui s'établisse comme étant plus légitime qu'une autre. Et justement, on va parler du fait d'y être tous, parce que c'est un candidat qui a soutenu votre candidature aux européennes. Pourquoi du coup se présenter dans sa circonscription? Est-ce qu'il y a un désaccord avec le programme ou avec le mandat qu'il a mené depuis 2022? J'ai une offre démocratique et déjà celle d'une femme martiniquaise qui œuvre également, qui croit profondément en la démocratie. Le soutien aux européennes a été celui fait à une liste nationale qui s'est présentée. Alors ce n'est pas tant à Béatrice Bellet qui n'était pas dans une position éligible. C'est une liste qui prônait des valeurs qui me semblent être des valeurs démocrates, progressistes, socialistes, dans lesquelles ils se sont reconnus et c'est très bien. Voilà, mais je crois que j'ai autre chose à proposer et il faut que tout le monde accepte ça. Le jeu démocratique, ce n'est pas l'effacement des voix qui s'expriment. Et ça n'arrivera pas et je pense que d'ailleurs c'est assez malsain et que la réalité c'est que ça ne donne pas confiance en la politique. Et du coup on est moins au niveau local dans cette philosophie en tout cas de faire bloc pour faire barrage à l'extrême droite ou alors écoutez, les mêmes personnes qui voudraient me faire taire devraient s'interroger si elles pensent aujourd'hui, puisqu'elles sont aux affaires et elles y sont partout, devraient s'interroger s'il y a un risque de rassemblement national en Martinique. Ce n'est pas mon bilan, c'est le leur. Donc si en Martinique, il y a pour ces élections nationales à la députation un risque, je crois que c'est à eux qu'il faudra poser la question de ce qu'ils devront l'assumer. En tout cas, moi, on ne peut pas me faire le procès de ne pas être une opposante féroce au Rassemblement national en Martinique, aux idées fascistes, aux idées sexistes, aux idées homophobes. Je crois que je milite ardemment pour que ces idées ne soient pas les nôtres majoritairement. Le député sortant a mené une commission d'enquête au sujet de la vie chère. Est-ce que c'est un travail que vous pensez poursuivre durant le mandat si jamais vous êtes élu? Alors, vous savez, là, est-ce que vous pouvez me demander, moi, ce que je ferais? Parce qu'en fait, vous me demandez à chaque fois de répercuter. Soit vous faites l'interview mais la vie chère, c'est un sujet important tout à fait. Pour les problématiques locales. Mais vous savez qu'il avait déjà été mené une première fois, malheureusement. Malheureusement, je dis malheureusement, c'est parce que ça ne s'est pas arrangé. Mais enfin,
avait été menée par Victorin Lurel à l'époque sur la question de la gestion et de la construction des prix. Est-ce qu'aujourd'hui le résultat est probant? Malheureusement non. Est-ce que les choses sont moins chères en Martinique? Non. Est-ce que nous avons une meilleure visibilité de la construction des prix? Non. Est-ce que nous avons une stratégie aujourd'hui pour gérer les prix? Non. Par contre, nous proposons en effet, dans le programme du nouveau Front populaire, la question du blocage des prix sur les produits de première nécessité. Alors ça, c'est une mesure qui pourra être appliquée et c'est possible. Donc oui, il faut persévérer dans l'idée de gérer des politiques qui vont vers une construction du prix, mais enfin, il faut quand même s'interroger sur ce qui est déjà mis en place. Que fait-on aujourd'hui de l'aide au fret? Comment est-elle appliquée? Pourquoi aujourd'hui l'aide au fret qui est versée par la CTM et par l'Europe n'a pas de répercussion sur les prix payés par les Martiniquais? Que dit-on aujourd'hui de la réforme de l'octroi de mer? Comment construire un octroi de mer, non pas qui joue son jeu de la facilitation de l'implantation des industries et d'une économie de proximité en Martinique? C'est ça les vraies questions. Donc on va pas, moi je ne vais pas répondre je ne vais pas faire le bilan du député sortant pour lui, mais je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire. Non, pas une question de bilan, mais plutôt une question de se pencher sur justement ce qui a été fait pour reprendre, pour poursuivre tout ce qui va dans le sens de l'intérêt des Martiniquaises et des Martiniquais doit être poursuivi, doit être amplifié, mais peut-être qu'il faut parfois le prendre sous un autre angle pour arriver à un bon résultat. On va revenir sur la question de l'indépendance du coup. Oui. Comment imaginez-vous les premières années d'une Martinique indépendante et comment pensez-vous qu'il faudrait y arriver? Est-ce que ce serait par étapes ou alors d'une main franche? Il y a plusieurs façons d'envisager l'indépendance. Et quand je dis non, c'est parce que on n'est pas indépendant du jour au lendemain. On construit évidemment dans le temps. On construit notamment en mettant en œuvre une économie, un projet. Surtout un projet. Quelle sera la réponse d'une Martinique indépendante en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de sécurité, en matière militaire? De qui allons-nous nous rapprocher? De l'Amérique du Sud, de la Russie, de la Chine? Il y a quand même des impérialistes qui frappent parfois à la porte des petits territoires. Bon, c'est pas si simple. Parfois les gens disent « Ah oui, mais si la Martinique devenait indépendante, ça serait presque pire que Haïti. » Il faut donner des bonnes raisons et un bon projet pour montrer aux Martiniquais que si la Martinique, ils décidaient, parce que c'est les Martiniquaises et les Martiniquais qui le décideront, s'ils décidaient de faire de la Martinique une île indépendante et donc un véritable pays, au-delà de la nation que nous pouvons constituer culturellement, eh bien il faut que tout cela se construise dans le temps avec une idéologie, une envie de faire ensemble. Alors on dit vulgairement une envie de faire peuple, mais je crois que ça ne se décide pas comme ça. Et ça pourrait passer par plus d'autonomie du coup? On peut commencer déjà par plus d'autonomie. Je crois que ça c'est normal d'ailleurs. À 8000 km on s'en rend compte. On s'en rend compte même d'ailleurs dans les partis. Vous voyez, dans les partis on ne sait pas obligatoirement quel est toujours le fonctionnement, le paysage local, les actualités. Et à 8000 km on prend des décisions qui ont des répercussions et qui n'ont pas obligatoirement beaucoup de sens. Bon. Et du coup ça arrive également et très souvent à l'État de pondre des lois qui sont totalement inopérantes chez nous. Donc commencer déjà par ce pas qui est ce pas de construire notre législation, la législation qui est applicable chez nous, c'est un premier pas qui me semble être déterminant. Et puis, alors pareil, il va falloir expliquer ce que c'est que l'autonomie, parce qu'il y a plusieurs autonomies. Et donc on le voit d'ailleurs là, dans les congrès des régions ultra-périphériques qui se font, on voit que tout le monde ne veut pas la même autonomie. Est-ce que vous pensez du coup qu'un travail supplémentaire doit être fait à l'Assemblée nationale pour combattre les violences sexistes et sexuelles? Ce n'est pas seulement un travail, ce sont des moyens. Pour lutter contre les violences, il faut des moyens. Aujourd'hui, nous sommes dans un univers, alors les gens n'aiment pas trop entendre ça, mais c'est la réalité, dans une façon de gérer l'État et les violences qui est très patriarcale. Le nouveau Front populaire a décidé de mettre des moyens, donc des milliards, pour gérer les violences sexuelles et sexistes. Celles faites aux femmes, les violences conjugales, celles faites aux enfants, les violences de genre, les violences homophobes, transphobes.
tout ça fait partie d'un dispositif où, quelque part, on s'habitue un peu trop à la haine des uns pour les autres. Il faut se déshabituer à cela et il faut, en effet, consacrer des moyens publics à la lutte contre les violences. Alors, vous avez été directrice de la mobilité à l'Espace Sud. En Martinique, on a beaucoup de problèmes de transport en commun. Est-ce que c'est une problématique qui pourrait être, selon vous, réglée au niveau de l'Assemblée nationale? C'est à nous de régler cette problématique. Et la preuve, les élus du Sud, à l'époque où j'y travaillais, ont décidé de la mise en œuvre d'un réseau unique de transport et y ont mis les moyens. Bon, pour autant, je pense quand même que l'État, compte tenu de la distance, compte tenu du coût des véhicules, du coût de l'entretien, pourrait en effet compenser une partie de ce que nous coûte ce service public. Parce qu'à l'époque où il a été évalué, ou comme il est organisé en France hexagonale, il ne coûte absolument pas la même chose. Donc l'État, oui, pourrait être invité, par le biais d'ailleurs du Fonds de continuité territoriale, à venir financer une partie des infrastructures en matière de transport public. Et en parlant de continuité territoriale, on a des soucis de billets d'avion trop chers. Est-ce que c'est un problème qui pourrait être réglé selon vous avec un service public? J'ai été la première à parler de la question de l'inégalité de la continuité territoriale en Martinique par rapport à la Corse, par exemple, mais pour les Outre-mer par rapport à la Corse. Donc je rappelle, la Corse, 340 000 habitants, 186 millions déjà de base de continuité territoriale, puis plus depuis 2022 des rallonges entre 30 et 40 millions. Donc ils sont à plus de 200 millions d'euros par an de continuité territoriale, donc pour financer une partie des billets d'avion entre la Corse et la France hexagonale et pour financer leurs infrastructures de transport. Donc oui, c'est une vraie problématique. Pourquoi? Parce que nous, par l'impôt, on finance une partie, par exemple, des transports ferroviaires de France. Pourquoi entre la France de l'Outre-mer et la France hexagonale, l'État ne participerait pas, puisqu'il participe au financement de la SNCF? Et pourquoi sommes-nous traités différemment des Corses? Et comme je le dis, nous, on ne demande pas à avoir beaucoup plus, nous seulement, même montant que la Corse. C'est une justice et à mon avis que nous pourrions exiger, en tout cas si les Martiniquaises et les Martiniquais me font confiance, c'est ce que j'exigerai à l'Assemblée nationale. La Martinique est très exposée aux risques naturels. Est-ce que on ressent un manque d'infrastructures au niveau local pour faire face à ces risques naturels, peut-être aussi un manque de sensibilisation de la population? Oui, très clairement, nous sommes impréparés au risque. Pour ce qui est du bâtiment, je crois que maintenant nous avons des bons architectes, nous avons une bonne stratégie en matière de construction. Pour autant, il y a forcément des bâtiments qui souffrent de faiblesses en matière d'organisation, enfin en matière de construction. Ouais. Quant à la population, évidemment, même si on a des exercices réguliers, mais les risques de tsunami, le risque aussi de tremblement de terre, et puis aujourd'hui les risques liés au cyclone de force 5 sont énormes et je ne crois pas que nous y soyons extrêmement bien préparés. Alors dans la réglementation, je crois justement que par exemple dans les centres commerciaux ou les magasins de bricolage par exemple, il devrait y avoir des kits ou il devrait y avoir des kits dans les magasins de meubles pour pouvoir accrocher un meuble, pour être sûr, voilà, qu'on ait une stratégie avec des automatismes qui se mettent en place en matière de gestion, par exemple des tremblements de terre, et que l'on ait des formations récurrentes qui passent à la télé et qui nous rappellent les gestes à tenir en matière de risques naturels, ou en tout cas de protection pour notre personne. Ça pourrait être reporté sur tous les Outre-mer? Bien sûr que ça peut être reporté pour tous les Outre-mer, mais ils n'ont pas tous les mêmes risques que nous, et presque heureusement. Donc il faut étudier, mais beaucoup de territoires ont déjà leur stratégie, à charge évidemment pour l'État, encore une fois, bien sûr que l'État a son rôle, de faire la sensibilisation qu'il faut, même si on voit que sur le territoire continental, les inondations ne mettent pas à l'abri, des grosses inondations, des gros flux, ne mettent pas à l'abri les populations et pourtant on est sur le continent. Donc à charge aussi pour nous de faire le nécessaire, on ne peut pas tout demander à l'État. Je crois qu'on a notre propre éducation à faire sur notre petit pays.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ben oui, j'invite les Martiniquaises et les Martiniquais à regarder, écouter ce que nous disons, à lire ce que nous écrivons, à faire le choix judicieux de mettre une femme dans cette troisième circonscription de Fort-de-France, parce que les femmes aussi ont besoin de représentation, la Martinique a besoin d'une représentation, a besoin aussi de diversité politique, de voix nouvelles. Je pense que j'en suis une et je salue également la présence de ma suppléante Nadia Chonville, sociologue, jeune, mère de famille, qui est aussi une voix forte en Martinique et avec laquelle il va falloir compter. Merci beaucoup et on se retrouve le 29 juin dans les urnes.